Aujourd'hui, cinquième leçon de notre MOOC sur le design thinking, nous allons développer notre modèle d'organisation de projet et la méthodologie qui va avec. Ce modèle est issu évidemment de l'approche de Tim Brown, des travaux de Bill Buxton et des travaux de notre équipe pluridisciplinaire de recherche. Donc, on rappelle le petit schéma que nous avons établi en extension donc, de la fin des silos métiers, en pénétrant en fait les implications métiers par rapport aux différentes grandes phases du projet. Donc, c'est une extension du modèle qu'on vous propose ici, du modèle de Tim Brown. Comme nous l'avons déjà dit dans la leçon 1.3, l'approche proposée par Tim Brown, qui fait référence, certes, dans le monde des entreprises, aussi bien qu'universitaires, présente deux faiblesses. Alors la première est l'absence d'une information et d'une structuration qui permet d'utiliser de manière concrète le design thinking comme un outil de prise de décision. La seconde, c'est l'absence de temporalité dans la représentation qu'en fait Tim Brown de ce modèle de design thinking. Or, comme toute méthodologie de projet, son cadencement, la réalisation des différentes phases et surtout des objectifs à atteindre à chaque phase est déterminant pour le bon résultat du projet et un bon résultat en relation évidemment avec les axes stratégiques qui ont mené à la création de ce projet. Nous avons dit que nous proposerons donc de résoudre ces deux difficultés par une extension du modèle de Tim Brown qui permet d'inclure ces deux notions à travers la pratique du projet. Alors la voici. D'abord, il faut rappeler qu'une innovation est un processus qui se décrit en un certain nombre de phases. Aux trois phases proposées par Bill Buxton, qui sont un point de vue assez général et assez standard, mais qui est insuffisant pour le design thinking, nous substituons un modèle en 5 phases, donc inspiré du design toolkit que IDEO rend accessible sur le net. Vous aurez le lien en annexe. On va le décrire rapidement. Alors un projet de ce type se conduit à travers donc 5 phases, chacune d'entre elles ayant un objectif, des résultats à atteindre et sollicitant certains schémas cognitifs plutôt que d'autres. On comprend bien qu'entre une phase exploratoire et une phase de finalisation, évidemment, on va utiliser des fonctionnements différents. Ces schémas cognitifs, qui sont propres à la pratique du design et intégrant des approches habituellement opposées, sont les suivants. Analyse-synthèse, réflexion-observation par rapport à action-réalisation, ou convergence-divergence, ou enfin concret-abstrait. Ils se répartissent selon les 5 phases du mode de projet que nous proposons. Veille et exploration, recherche et proposition, développement et évaluation, expérimentation et finalisation, et enfin valorisation et déploiement. Donc à travers ce schéma de la fameuse double vague du déroulement du projet à la design thinking, cette double vague décrit en fait les phases d'élargissement de la recherche et de la pensée, et à l'inverse, l'autre mouvement se resserrant décrit les phases qui sont plutôt des phases de convergence et de synthèse. L'axe vertical donc propose le temps qui s'écoule. Nous allons décrire brièvement, dans un premier temps, le contenu de chaque phase. Alors prenons la première phase, qu'on appelle veille et exploration. Donc on part du postulat que tout problème est par nature mal défini. Le design thinking part de l'énoncé d'une problématique, d'une thématique, qui doit être étudiée de points de vue multiples, contextualisée, puis confrontée à de multiples champs disciplinaires et culturels afin d'en dégager des formulations de problèmes à résoudre. En quelque sorte, ça sert à établir des briefs. Cette phase est une phase de veille et d'exploration, donc dans laquelle on sollicite plutôt des compétences de type analyse, recherche, organisation, et qui trouve son ancrage dans le concret et le monde du réel, puisqu'il s'agit d'ouvrir le champ des possibles au maximum. Les activités principales visent à se doter de connaissances et ouvrir à la créativité, ce qui va nous permettre de positionner l'équipe projet par rapport à la stratégie et aux objectifs du demandeur, d'identifier et d'adapter les choix méthodologiques, et de redéfinir les objectifs et les besoins initialement exprimés. Les champs disciplinaires principalement invoqués dans cette phase sont design, sciences humaines et sociales, comme par exemple philosophie, sociologie, anthropologie, sciences du commerce, donc le marketing bien sûr, l'art, qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est très important dans cette démarche, nous le verrons plus tard. Ça peut être la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la danse, le design, pourquoi pas. Et puis évidemment, tout ce qui est culturel en général. Et puis les sciences et techniques, on peut appeler les sciences dures, et puis société et culture, biologie, vous voyez, les champs sont infinis. Il faudra évidemment
les décider dès le départ, pour ne pas se perdre dans cette phase de veille. Ensuite, pour continuer la description de cette phase, donc la phase suivante, recherche et proposition. Donc cette phase est celle au cours de laquelle on interprète le résultat de la veille et de l'exploration qu'on a faite pendant ce temps-là, pour en extraire en fait des axes de développement. On peut appeler ça des concept design, on peut appeler ça aussi des briefs. Mais on va garder le mot plutôt concept design ou axe de développement. Cette phase est globalement convergente, puisqu'on restreint le champ des possibles à quelques axes de développement après maturation et décantation de la phase précédente. On reste principalement dans l'analyse d'un contexte et de ses champs connexes, c'est-à-dire non directement liés au sujet, tout en commençant une phase de synthèse. Celle-ci va permettre le raffinement des opportunités et l'intégration des aspects sociaux, culturels, législatifs et économiques. Cette phase est une phase d'esquisse des concepts, des codifications formelles et des schémas d'usage. On peut déjà réaliser des prémaquettes, des dessins, des scénarios d'usage qui permettront d'être des supports par exemple aux enquêtes et puis aussi des éléments imageants, illustrant, documentant le déroulement du projet et qui va faciliter le travail interdisciplinaire. Les principaux champs disciplinaires mobilisés sont le design, l'ergonomie, les utilisateurs, l'anthropologie, les techniciens, le marketing avancé, les plasticiens, etc. Ensuite, la phase suivante, qu'on va appeler développement et évaluation. Alors, une fois les opportunités définies et les axes de développement du projet établis, la phase de résolution de problèmes à proprement parler débute. La phase précédente a permis de sélectionner le meilleur des axes à développer, ou deux axes à développer. Il peut être intéressant de confronter deux hypothèses de travail, radicalement différentes parfois, et qui peuvent conduire justement à des résultats différents en termes de business model. Il est parfois donc stratégiquement intéressant de conserver deux hypothèses assez différentes. De manière similaire à la première phase, une exploration globalement divergente est menée de manière à faire émerger un très grand nombre de réponses possibles, mais qui sont basées non plus sur les champs connexes, mais ancrées dans les domaines techniques et financiers, par validation des choix techniques et technologiques, en regard avec les objectifs financiers et concernant la seule piste ou les deux pistes sélectionnées. Cette phase de synthèse cohabite avec une analyse du contexte technologique et financier. C'est le temps des dessins plus aboutis, des schémas conceptuels de solutions couplés avec leur scénario d'usage, qui peut s'affiner, du développement de l'esprit formel et sensoriel des concepts, de maquettage de démonstration, de forme ou d'usage. Ainsi, les principaux champs disciplinaires mobilisés restent le design, mais l'ergonomie, les utilisateurs peuvent être intégrés à ce moment-là, les ingénieurs de conception et de production, le marketing, la sémiologie. Évidemment, à chaque fois, ce ne sont que des exemples qui doivent être réinterrogés pour chaque typologie de projet. Poursuivons notre description des principales phases du projet. Ensuite, la phase d'expérimentation et de finalisation. Alors, c'est une phase qui recouvre la définition précise de la solution proposée, sa fabrication sous la forme d'un démonstrateur ou prototype, et sa validation finale en termes d'usage, donc de technologie, mais aussi d'éthique, de viabilité financière et d'identité. Cette phase est la phase de prototypage. On fabrique, on réalise, on converge vers la solution finale, on synthétise le travail de toutes les phases précédentes. On y démontre le respect des objectifs, du positionnement initial et de la stratégie design préétablie en rapport avec les objectifs stratégiques qui ont généré le projet. Donc ainsi, le projet présenté en fin de phase doit être directement transformable en production. Le prototype s'accompagne évidemment de plans techniques, de dessins numériques 2D ou 3D, de maquettes fonctionnelles, de maquettes en volume, de storyboard, bref, tout ce qui va nous permettre de décrire le plus précisément la solution proposée. Les disciplines concernées sont le design, l'ingénierie de conception et de production et le marketing. Et enfin, la dernière phase, valorisation et déploiement. Alors cette phase regroupe la production et le déploiement commercial. Cette dernière phase permet de s'assurer que le design retenu est bien celui mis en fabrication ou exploitation et que les investissements ainsi que les choix techniques pour la mise en production sont respectés. Les champs disciplinaires mobilisés sont principalement ceux du marketing et de la production, avec l'appui du design et de l'équipe de conception. Il est intéressant de constater que le travail de fond réalisé en phase de veille
la toute première phase, pourra aider le marketing dans la construction de son storytelling, de son argumentaire commercial. Voyons donc le paragraphe suivant, projet et temporalité. Comme on peut le constater, cette approche du design thinking en tant que management de projets innovants possède certaines caractéristiques. Tout d'abord, elle peut être mise en place en application par tout corps de métier. C'est une formation spécifique qui a été menée évidemment en préalable. On ne s'improvise pas porteur de projets de design thinking comme ça du jour au lendemain, évidemment. Puis, de toute façon, vous êtes en train de suivre le MOOC, donc bientôt vous allez pouvoir porter vous-même ces projets de design thinking. Mais le designer, de par sa polyvalence, sera plus à l'aise sans doute dans la gestion des différentes phases et dans la communication entre les différents schémas cognitifs sollicités, ce que prouvent différentes études produites récemment. Ensuite, la temporalité du processus met en évidence une pondération variable des 3 dimensions du design thinking au cours du déroulement du projet. Rappelons-les, la faisabilité, la désirabilité, la viabilité. Ainsi, on met en place une adéquation logique entre métiers par le design thinking. Donc, comme le suggère la figure que nous vous montrons là, donc les 4 grandes familles de capacités cognitives sont mises en action lors du processus. La capacité à raisonner sur des expériences concrètes, on appelle ça le ressentir. La capacité de réflexion et d'observation, c'est voir. La capacité à conceptualiser de manière abstraite, c'est penser. Et la capacité à expérimenter, on peut dire que c'est faire. Pour poursuivre sur l'adéquation logique entre métiers par le design thinking, on peut citer les travaux de David Kolb et Roger Fry en 1975, qui ont été synthétisés sous forme des styles d'apprentissage. Si personne ne maîtrise de manière égale ces 4 dimensions, bien évidemment, toute personne peut en maîtriser 2 principales, ce qui aboutit au schéma cognitif d'apprentissage suivant: convergence-divergence, assimilation et accommodation. Si on met cette classification par mode d'apprentissage en regard du design thinking en tant que management de projet, on s'aperçoit que chaque corps de métier a naturellement sa place dans le dispositif d'innovation, comme le montre aussi bien le modèle de Buxton modifié que nous proposons, et que la mise en temporalité de la théorie de Tim Brown. Ainsi, le design thinking transcende la notion de designer, donc le designer n'en est ainsi pas l'apanage. Mais rappelons que le designer doit être présent dans un projet de design thinking. Donc maintenant, nous allons aborder cette question-là, le design comme approche managériale de l'innovation, un sujet que nous avions déjà initié dès la première leçon. Donc le design thinking invite à modifier en profondeur ses pratiques organisationnelles et à mettre en place un processus d'innovation qui suppose de diversifier les équipes, socialement, techniquement, fonctionnellement et culturellement, d'adopter un mode transversal avant même le lancement et d'en respecter les temps de phase et le calendrier. Mettre en place un système de veille interne et externe, si possible, un partage d'informations constant et d'échanger lors d'un cycle de temps fort en équipe, formation, séminaire, journée thématique par exemple, déplacement et voyage d'études, et de délivrer le retour d'expérience du projet auprès de tous ses acteurs et ses parties prenantes. En résumé, ce que nous avons appris aujourd'hui, nous avons donc décrit que cette approche du design thinking, par son approche centrée sur l'humain, pas seulement l'humain en tant que personne concernée finalement par le projet, la réalisation du projet, mais aussi les humains qui vont réaliser le projet. Donc aussi par sa capacité à intégrer la pluridisciplinarité, en évitant les démarches en silo et en favorisant la collaboration des métiers dans un même espace de projet, ce qui permet d'éviter l'échec des projets d'innovation. Que ce soit au sein d'une organisation existante ou dans une start-up, notamment de type technologique, il facilite aussi la réussite de projets de type création de services ou d'organisation sociale et le renouvellement des méthodes de développement de nouveaux produits et services. Dans la prochaine leçon, nous expliciterons comment vous allez pouvoir expérimenter notre approche du design thinking par la pratique du projet que nous commencerons à décrire.